à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Emmanuel B. Faubert, économiste à l'Institut économique de Montréal, IEDM, et chargé de cours à HEC Montréal pour les sessions d'automne. Et Madame Faubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on aura le plaisir de discuter du rôle du privé en santé au Québec. Et puis peut-être pour mettre la table pour la conversation, on pourrait commencer par expliquer dans le fond la structure qui est quand même assez particulière là, du système de santé québécois, où le privé il existe, mais il est dans un cadre peut-être beaucoup plus contraint qu'on peut se l'imaginer quand on se compare avec des pays comparables ou des provinces par ailleurs. Donc peut-être nous expliquer qu'est-ce qui fait la spécificité du modèle québécois. Oui, donc dans le fond, cependant, au Québec, c'est qu'on a un modèle qui est extrêmement centralisé, un système qui est vraiment basé sur essentiellement le monopole public. Et on a un système universel, comme bien d'autres systèmes de santé, mais la distinction du Québec et aussi des autres provinces canadiennes, c'est vraiment l'aspect vraiment public, où le réseau privé est vraiment à la marge de du système de santé, essentiellement. Donc, le privé a sa place, a une certaine place, mais elle est restreinte. Par exemple, en Europe, dans les pays avec les meilleurs systèmes de santé, généralement, tu as une espèce de cohabitation, une collaboration entre les deux réseaux qu'on n'a pas vraiment au Québec et au Canada. Mm-hmm. Et puis, je sais que c'est pas votre spécialité, l'histoire, vous êtes plus en économie, mais est-ce qu'il y a eu différentes phases, si on veut, dans cette relation-là, puis comment on pourrait retracer l'évolution là, de ce système-là depuis l'assurance maladie? Oui, tout à fait. Donc, essentiellement, avant, historiquement, ça fait plusieurs décennies de ça, c'était vraiment un réseau qui était beaucoup axé sur le but non lucratif. Par le but non lucratif, on entend beaucoup parler justement des congrégations religieuses. Et donc, c'était elle qui était vraiment en charge beaucoup du système de santé. Et donc, avec l'adoption de l'assurance maladie, de la RAMQ et d'autres systèmes publics, essentiellement, c'est devenu de plus en plus public. Et le dernier hôpital privé au Québec a fermé ses portes en 1995 ou en 2005. Donc, ça fait... Non, en 2005. Okay. Je me rappelle bien de la date. Donc, ça montre que ça fait vraiment un moment. Puis là, c'est devenu de plus en plus public. Et donc, après ça, bien sûr, il y a encore une place pour le privé. Par exemple, il y a les cliniques... les centres spécialisés, par exemple, où tu vas avoir des cataractes, chirurgie pour la cataracte, le genou, ça existe. Mais tout ce qui est hospitalier, ça reste une gestion qui est vraiment publique. Puis là, je vais faire une petite parenthèse puisqu'on parle d'hôpitaux privés. Il y avait été question brièvement, je pense, de faire des projets de mini-hôpitaux privés. Là, je crois que je m'avance un peu, mais je pense que c'est passé un petit peu à la trappe, là, finalement, ce projet-là. Oui, essentiellement, ça, c'était une promesse de la CAQ en 2023. Et essentiellement, l'idée, c'était d'avoir des hôpitaux à gestion indépendante, mais qui étaient disponibles avec la carte soleil, la carte d'assurance maladie. Mais essentiellement, au fur et à mesure qu'il y a eu des discussions en arrière-scène, essentiellement, ce projet-là a été démantelé petit à petit. À un moment donné, c'était rendu que c'était censé être des cliniques pour une en pédiatrie et une en gériatrie, mais avec essentiellement pas de soins d'urgence. Donc, il fallait prendre rendez-vous pour y aller. Et petit à petit, le système a été avec un élément à la fois et éventuellement a été complètement abandonné. Du côté, dans le fond, il y a plusieurs médecins, puis on l'a vu avec les négos sur la loi 2 et tout, mais il y a plusieurs médecins qui évoquent là, qu'il y a des barrières croissantes, puis un certain manque de flexibilité dans leur pratique. On peut penser aux fameux PREM, là, les permis restrictifs d'exercice de la médecine, je ne me trompe pas. Là, récemment, les règles d'obligation de pratique pendant un certain temps au public, la difficulté de faire du va-et-vient entre les deux pratiques. Quelle est, selon vous, la logique derrière ces mesures-là? Puis est-ce qu'elles ont permis d'atteindre les objectifs là, en matière d'accès aux soins ou si, par ailleurs, elles pourraient avoir créé des effets pervers? Oui, donc c'est là un peu on parlait d'un système universel un peu plus tôt, et j'ai dit que quelque chose qui distinguait vraiment le système québécois, c'est son aspect vraiment public. Et c'est là qui est un des problèmes, c'est l'incapacité à distinguer entre un système universel et un système public. Au Québec, c'est comme si on a l'impression que le seul moyen d'avoir un système universel, c'est qu'il soit public. La réalité, c'est que tu peux avoir des systèmes
universels qui sont hybrides. Et en fait, c'est ce qu'on constate dans les meilleurs systèmes de santé au monde. C'est vraiment, il y a cet aspect hybride-là. Donc là, ce qu'on voit, vous avez mentionné plusieurs choses. Première, là, il y a le PREM qui fait en sorte que les médecins, une fois qu'ils ont gradué, ne peuvent pas aller n'importe où dans la province. Ils vont se faire dire essentiellement où ils doivent aller. Ensuite, il y a justement le fait que les médecins maintenant doivent travailler dans le réseau public pendant 5 ans après avoir gradué. Ensuite, il y a aussi justement la limite du va-et-vient. Quand on parle de va-et-vient, c'est que historiquement, au Québec, ce que les médecins faisaient, c'est qu'ils pouvaient travailler dans le réseau public un certain temps et après ça, transférer dans le réseau privé un certain temps, puis après ça, revenir. Donc, c'est vraiment ce va-et-vient-là. Et ce que les médecins faisaient, c'est que entre chaque va et entre chaque vient, il doit y avoir des pauses d'un certain nombre de semaines. Et ce que les médecins faisaient, c'est qu'ils prenaient leurs vacances pendant ces va-et-vient-là. Et donc là, ces délais-là ont été augmentés, ce qui rend ça financièrement moins intéressant pour les médecins. Et en plus, rajouter à ça, le gouvernement voulait rajouter le fait que pour te désaffilier, ce qui est ce processus de partir du public vers le privé, même si c'est temporairement, il fallait que tu aies essentiellement l'approbation du gouvernement ou de Santé Québec. Et c'est cet aspect-là qui fait en sorte que là, ça limite énormément ce va-et-vient, ce qui fait que les médecins, ça force les médecins à choisir. Parce que là, avant, dans le fond, ils avaient trouvé un moyen de faire les deux, ce qui est bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de rationnement des soins de santé, entre autres avec les places en chirurgie, des choses comme ça. L'accès au plateau, aux salles d'opération et au plateau technique. Exactement. Technique, donc, oui. Ce que plusieurs médecins faisaient, c'est qu'ils faisaient ce va-et-vient-là afin de traiter plus de patients, essayer de contourner cette restriction et ce rationnement d'accès au plateau technique. Et donc, mais là, avec tous ces éléments-là, ça fait en sorte que là, ça pousse les médecins à choisir soit un au complet, soit l'autre au complet. Donc, ça a justement cet effet pervers de réduire, dans le fond, l'accès aux soins. Mais est-ce qu'on peut se demander si c'est pas une façon justement de réduire les coûts pour le gouvernement, dans le sens où on réduit l'accès, forcément on paye moins parce que de toute façon, si on paye au privé, au public, dans le fond, en forçant les gens à choisir, soit on se dit ils vont choisir le public puis on aura plus d'accès au public, ou soit on va réduire nos coûts puis donc le gouvernement est gagnant, ou c'est pas ça la logique? C'est pas ça la logique, parce que dans le fond, il faut pas oublier que si on repense, là on parlait du va-et-vient, mais il y a aussi pour inciter les médecins à rester pendant 5 ans. L'idée de cette mesure-là, c'est de pousser les médecins à rester dans le public. Donc, le va-et-vient, ça nuisait pas à ça. Donc, dans le fond, c'est que historiquement, ils ont réduit les places en médecine au niveau collégial. Donc, essentiellement, ils ont réduit nos médecins. Ils ont fait en sorte qu'on a moins de médecins maintenant. Et là, ils se disent, on n'a plus assez de médecins parce qu'ils ont réduit le nombre de places à l'école. Donc là, ça a été réduit? Ça a été réduit historiquement. Donc là, ce cap-là a été réaugmenté. Mais on en sent maintenant les effets qu'il y a une décennie, il y avait moins de place à l'école, dans la médecine. Donc, on vit ça. Et là, ils essaient de revenir en arrière en disant, mais là, on va empêcher les médecins d'aller dans le réseau privé, même si c'est temporaire. Mais ça vient... dans le fond, ça ne fonctionne pas parce que là, l'idée, c'est qu'on veut que les médecins traitent le plus de patients possible. Et les deux réseaux, le réseau public et le réseau privé, ont chacun leurs avantages. Et là, en les forçant à choisir, tu pénalises d'un côté ou de l'autre. Et du côté privé, essentiellement, l'avantage, c'est que ça coûte moins cher, bien sûr, pour le réseau public. Et ça libère de la place dans les listes d'attente pour le réseau public. Donc, chaque réseau a un avantage pour les patients, mais aussi pour le personnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la majorité des pays de l'OCDE la majorité des pays tout court, et dans les pays avec le meilleur système de santé, il y a ce qu'ils appellent la pratique mixte, où les médecins n'ont pas besoin de faire un va-et-vient, ils peuvent simultanément travailler dans les deux réseaux. Et ça, c'est commun. D'ailleurs, c'est ce que l'Alberta essaie de faire avec le projet de loi 11 en ce moment. Mais au Canada, c'est un des rares pays au monde où ça n'existe pas. OK, je ne savais pas qu'il y avait ce projet de loi-là. Est-ce que ce projet de loi-là,
est-ce qu'ils doivent utiliser la clause de non-obstant pour le faire passer? Est-ce qu'il y a des embûches au niveau fédéral pour faire ces changements-là ou c'est vraiment une question de volonté politique? Il y a une question de volonté politique, il y a aussi une question de crainte, parce qu'il ne faut pas oublier que là, au Canada, on a le Canadian Health Act. Excusez-moi, je ne me rappelle pas du mot en français. Mais bref, ça, dans le fond, c'est une liste de choses que les provinces doivent respecter afin de recevoir des transferts du gouvernement pour financer le système de santé. Parce que la santé, c'est une juridiction provinciale, mais on reçoit quand même beaucoup d'argent du niveau fédéral. Et essentiellement, le gouvernement fédéral dit on va vous envoyer de l'argent à condition que vous respectez le Canadian Health Act. Et essentiellement, avec le projet de loi 11, il y a certains doutes au niveau de est-ce que ça vient brouiller les choses avec le Canadian Health Act. D'un côté, non, ça devrait être correct, mais il y a des gens qui sont un peu dubitatifs, exactement. Donc, il y a ces hésitations à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est commun dans les meilleurs systèmes de santé au monde. Okay. Et je pense que ça éviterait justement de forcer les médecins à faire ce choix entre les deux réseaux. Et ça permettrait de tout simplement augmenter l'accès aux soins. Donc, ça va être un projet de loi à suivre. Tout à fait. Je me permettrais de revenir un instant sur les PREM dans un contexte, puisqu'on a parlé de formation peut-être insuffisante pendant un moment en termes de nombre de médecins. Là, je crois que ça a augmenté quand même passablement. Là. Les 4 universités ont augmenté les admissions. Ceci dit, on a aussi des médecins vieillissants qui peut-être sont en contexte, voudraient du moins être en contexte de pré-retraite, peut-être lever le pied un petit peu, mais j'ai l'impression que le système de PREM, enfin, prévient ça parce que dans le fond, quand tu es un médecin et que tu occupes un PREM, on s'attend de toi que tu contribues comme les autres dans le groupe. Alors, est-ce que ça vient, enfin, est-ce que ce manque de flexibilité-là fait en sorte que justement, on parlait de forcer à choisir entre le privé ou le public, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un incitatif à forcer les gens à choisir entre la retraite peut-être hâtive et puis continuer en allégeant un peu les semaines? Bien, tout à fait. En fait, c'est un des problèmes avec le système de santé public, c'est son manque de flexibilité. Et donc, ça fait quand même 3 ans que j'étudie les problèmes du système de santé au Québec et au Canada. Et c'est quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises venant de plusieurs médecins. Ce manque de flexibilité fait en sorte que tu as des médecins qui veulent continuer à pratiquer la médecine, à continuer à traiter des patients, mais essentiellement sont rendus à un âge où ils n'ont plus l'énergie pour respecter les critères du réseau public. Par exemple, un certain nombre d'heures par semaine. Des gardes. Des gardes, nombre d'heures par semaine, nombre de patients. Ils sont plus capables de suivre ce rythme-là. Et donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est assez commun dans plusieurs cliniques. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup des médecins qui sont dans les cliniques privées, ce sont des médecins qui étaient dans le réseau public, ont pris leur retraite au niveau public, mais se sont dit, je veux continuer à traiter des patients, donc ils vont aller à temps partiel dans ces cliniques privées-là. Donc, encore une fois, ça, c'est un des bénéfices du réseau privé, c'est qu'il nous permet, dans le fond, comme un filet de sécurité qui nous permet de récupérer des médecins qu'on aurait perdus sinon. Et donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler, le privé, c'est un peu comme un bonhomme 7 heures. Oui. Les gens ils prennent peur quand on entend parler de ça, mais il ne faut pas oublier que s'il y a de la demande pour le réseau privé, c'est parce que le réseau public ne fonctionne pas. Parce que personne, en tout cas, pas vous, pas moi, j'imagine, ne voudrait payer pour un service si exactement la même chose est disponible gratuitement. La raison pour laquelle les gens sont prêts à payer, c'est parce que la version gratuite ne fonctionne pas assez. Elle ne répond pas aux besoins. Et donc, c'est pas un danger, le réseau public. Le réseau privé, je veux dire. Le réseau privé est là pour collaborer avec le réseau public et s'assurer que tout le monde est traité. Et là, pour le bénéfice des patients et du personnel soignant. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir cette collaboration-là entre les deux. Puis ce qu'on dit pour les travailleurs vieillissants, j'imagine, ça applique aussi pour... on a vu qu'il y a quand même une féminisation de la médecine là, qui est importante. Fait que peut-être aussi ça vaut pour la conciliation emploi-famille. Tout à fait. Donc, si on peut distinguer... Aussi, on prend le point de vue d'un professionnel de la santé et qu'on parle un peu des avantages et des inconvénients de chacun des systèmes. Le réseau public, les avantages principaux, c'est que tu as une sécurité.
tu as une stabilité. Quand tu as un emploi à temps plein, tu sais, tu as une prévisibilité, généralement, bien sûr, de quels seront tes horaires, combien de temps, quel sera ton salaire. Et aussi, tu as une prévisibilité du revenu futur grâce aux pensions. Et à la retraite, tu sais que tu as un petit coussin qui est préparé pour ta retraite. Mais ça manque de flexibilité. Conciliation travail-famille est plus difficile et tout ça. Moins d'autonomie, moins flexibilité. Le réseau privé, un avantage, c'est cette flexibilité-là. Flexibilité d'horaire, contrôle, autonomie professionnelle. Tu as plus d'autonomie de faire ce que tu veux, de pratiquer quel type de médecine tu veux. Bien sûr, en respectant les codes éthiques, en respectant les normes. On ne parle pas de ça. On s'entend que les professionnels de la santé au Québec et au Canada sont excellents. C'est pas de ça qu'on parle. Mais tu as la flexibilité plus au niveau d'horaire et de qu'est-ce que tu veux faire. Mais le désavantage, c'est que tu n'as pas la stabilité de salaire, stabilité d'emploi. Tu n'as pas cette garantie de revenu à la retraite. Aussi, c'est beaucoup plus risqué parce que tu peux te dire, d'accord, je me lance dans une clinique. Un médecin peut se dire, je m'ouvre une clinique, mais si tu n'as pas de demande, ben, tu vas fermer et tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est dans le sens que chaque réseau a leurs bénéfices et leurs inconvénients. Et c'est pour ça qu'avoir les deux, ça permet de répondre aux besoins des différents personnels de la santé qui ont des besoins différents. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des gens... La priorité, c'est la stabilité, plus réseau public. Donc, ils veulent plus de flexibilité, réseau privé. Mais avoir le choix des deux, ça permet d'avoir un système qui bloque le plus de trous possible. Ça évite que des gens tombent dans les cracks. Tout à fait. On a parlé un peu de comparaison internationale, puis des pays de l'OCDE. Dans le fond, est-ce qu'il y a des systèmes publics précis, parce que là, on n'a pas nommé, on n'est pas allé dans le détail, mais est-ce qu'il y a des systèmes publics précis, là, par exemple, peut-être la France, des pays qu'on connaît plus ou qui nous sont familiers, ou l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie, on peut penser même à l'Espagne. Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels on devrait se comparer et apprendre des leçons, là? Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, c'est que chaque pays a bien sûr son système qui est différent. Et ce qu'on préconise à l'IEDM, c'est vraiment de regarder ce que chacun de ces pays a de meilleur. Donc, pas nécessairement d'imiter complètement le système d'un autre pays, mais de regarder qu'est-ce que chaque pays qu'on pourrait adopter ici. Donc, si on regarde, par exemple, en France, ce qui est intéressant, c'est les cliniques centres de soins immédiats. Ça, ce sont des cliniques qui sont spécialisées dans les urgences mineures et qui sont à gestion indépendante. Et donc, ce qui est intéressant de ce modèle-là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a près de 50% des cas de visite à l'urgence qui sont reliés à des problèmes moins urgents ou non urgents. Donc, dans ce cas-là, on peut parler de points de suture, on peut parler de renouvellement de prescription, même chez quelqu'un qui n'a pas accès à un médecin de famille. Donc, ce sont des problèmes qui ne nécessitent pas toute l'infrastructure hospitalière. Et donc, adopter des centres de soins immédiats comme ils ont en France, ça pourrait être intéressant pour désengorger les urgences des cas mineurs. Donc, ça, c'est un autre exemple. Si on regarde, par exemple, en Allemagne et aux Pays-Bas, ils ont un modèle pour les soins de longue durée qui s'appelle, le terme, ça s'appelle Cash for Care. Essentiellement, c'est une enveloppe monétique. Le gouvernement, il va classifier les besoins des personnes qui ont besoin de soins de longue durée selon une certaine échelle. Et en fonction de ça, ils vont te dire, tu as droit soit à des soins institutionnels, soit à une enveloppe d'argent qui correspond à ce qu'on considère que tu as besoin pour faire venir des gens. Et les patients ont le choix. Donc là, ça fait en sorte que les gens peuvent aller en institution ou recevoir des soins institutionnels ou, s'ils veulent rester à la maison, recevoir des soins à domicile. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est le gouvernement qui décide. Ils reçoivent cette enveloppe d'argent-là et ça peut être utilisé, par exemple, pour payer des proches aidants, de la famille ou des amis. Et ça peut être aussi utilisé pour aider au nettoyage de la maison parce que la personne manque un peu d'autonomie. Mais donc, il y a cette liberté-là. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant que tant aux Pays-Bas et en Allemagne, qui donne plus d'autonomie aux personnes vieillissantes ou les gens qui ont besoin de soins de longue durée. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment ici. On a des soins à domicile et on a des soins institutionnels. Mais l'attitude
essentiellement de facto au Québec, c'est plus d'envoyer les gens aux institutions et on se retrouve avec un manque de place. Ouais. Mais des Ou fois... on fait des places en maison des aînés qui coûtent vraiment cher. Mais là, il faut jamais oublier que quand on regarde, quand on fait des sondages et tout, la majorité des gens veulent vieillir à la maison. 100%. Et essentiellement, des fois, avoir un modèle un peu comme ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence à garder les gens à la maison plus longtemps. Il ne faut pas oublier aussi que si tu as quelqu'un qui manque un peu d'autonomie, qui aurait besoin de quelqu'un juste pour un peu aider à se nourrir, prendre ses médicaments, il n'y a pas besoin de toute l'infrastructure que tu as dans les CHSLD ou, par exemple, avec tout l'équipement médical. Donc là, ça permet de laisser de la place aux gens qui ont besoin de ces infrastructures-là. Et donc, ça laisse le choix. Donc, tu as des modèles comme ça qu'on peut adopter, qu'on regarde dans différents pays. Et c'est vraiment ça qu'on veut vraiment faire, c'est de voir qu'est-ce qui se fait de mieux ailleurs et qu'on pourrait adapter à notre contexte canadien et québécois. Sans compter, je reviens sur le vieillissement à domicile et tout, sans compter que quand les personnes qui n'ont pas nécessairement la hauteur de besoin pour être en institution y vont, ça a tendance aussi, si je ne me trompe pas, à accélérer, dans le fond, le déclin. Puis, parce que, dans le fond, quand tu restes dans ta maison, puis, ben, tu restes un petit peu plus en forme aussi. Mais est-ce que financièrement, parce que là, on le sait que les finances du Québec sont un peu serrées, est-ce que ça revient quand même moins cher, la stratégie de donner de l'argent puis de donner le choix aux gens? Ça peut avoir effectivement être bénéfique financièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que ça coûte justement moins cher garder quelqu'un à la maison que de l'envoyer dans une institution. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre problème qui génère des soins à longue durée, c'est, dans le fond, les gens qui ont des besoins alternatifs. On parle là-dedans de gens qui restent à l'hôpital pendant des mois en attendant d'avoir une place à la maison ou en attendant d'avoir des soins à domicile qui vont être fournis par le gouvernement. Puis, dans le fond, ils ne reçoivent pas leur congé parce que le travailleur social dit qu'ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour qu'on les renvoie à la maison et il n'y a pas de place en CHSLD. Donc, pendant ce temps-là, ce sont en plus, c'est pas leur faute, on s'entend, mais pendant ce temps-là, ces gens-là restent plus longtemps à l'hôpital, ce qui prend des lits, ce qui empêche après ça, cause d'autres goulots d'étranglement. Dans le fond, c'est qu'il y a tellement plein de goulots d'étranglement à différents endroits que tout craque de partout. Là. Mm-hmm. C'est vraiment des initiatives très intéressantes. Dans ces pays comparables là, qu'on vient de nommer, puis on peut en nommer d'autres aussi, quel rôle joue le privé dans le fond? Est-ce que c'est vraiment, on a parlé de complément, de soupape, est-ce que ça peut aussi jouer le rôle d'un moteur d'innovation par ailleurs? 100%. 100%, parce que dans le fond, il ne faut pas oublier que dans le réseau public, on parle ici de machines bureaucratiques énormes. Et faire bouger quelque chose là-dedans, c'est très compliqué. Parce qu'il faut aussi... Si une clinique, on va dire publique, veut un nouveau IRM ou une nouvelle machinerie, elle doit avoir l'approbation du conseil. Après ça, passer par toute la hiérarchie, puis après ça, jusqu'à Santé Québec. Et après ça, revenir pour avoir tous les processus d'approbation. Donc, c'est sûr que faire quoi que ce soit, changer quoi que ce soit, c'est extrêmement compliqué. Alors que quand tu es dans une clinique indépendante où la gestion se fait, elle est beaucoup plus flexible parce que tu n'as pas cette hiérarchie-là. Et donc, ça fait en sorte que, oui, les cliniques indépendantes peuvent agir comme moteur d'innovation parce qu'elles peuvent adopter ces innovations beaucoup plus rapidement, puis elles peuvent essentiellement servir d'exemple. Et dans le sens qu'ils adoptent une nouvelle technologie ou quelque chose de nouveau, ils disent, voici, ça fonctionne. Là, le système public regarde ça, il s'en rend compte, il dit effectivement, ça fonctionne, on va commencer à l'adopter, nous aussi. Donc, ça peut vraiment servir à permettre d'avoir accès à des innovations plus rapidement, mais aussi inspirer le réseau public après ça d'adopter ces innovations-là. Mais le problème, c'est que puisque le réseau privé est vraiment à la marge de notre système de santé, c'est que il est moins capable d'agir comme moteur d'innovation. Alors que tu as dans d'autres pays, je vais encore parler de la France. En France, tu as des hôpitaux publics, tu as des hôpitaux privés à but non lucratif, tu as des hôpitaux privés à but lucratif. Tu as les trois. Et généralement, les patients qui ont bien sûr la sécurité sociale, qui est l'assurance publique, et ils ont souvent aussi des assurances complémentaires ou des fois duplicatives. Donc, ils ont différents types d'assurances pour différents types de forfaits, quoi. Et les patients français vont rarement se dire, ils ont un problème. Ils pensent avoir un problème au rein, disons.
Ils vont pas se demander, est-ce que l'hôpital à côté de chez moi, est-ce qu'il est privé, est-ce qu'il est public ou quoi que ce soit. C'est pas la question qu'il va se poser. Il va se poser la question, est-ce que cet hôpital-là, un, est assez proche de chez moi, et deux, est-ce qu'il est assez spécialisé, mettons, dans le problème au rein. Et il va aller se fier en fonction de ça. Et c'est pas qui gère l'hôpital qui est important, c'est est-ce que c'est le meilleur pour moi. Et donc, dans d'autres pays, il y a ça. Et il y a aussi, dans le fond, cette compétition qui est intégrée dans le réseau hospitalier. Parce que, dans le fond, faut pas oublier que quand tu as plusieurs hôpitaux, et bien sûr, ça prend un financement qui suit le patient. Pour ça, un peu comme on a à l'école, le financement vient de combien tu as d'élèves. Mais au Canada, le financement des hôpitaux se fait par enveloppes budgétaires qui sont généralement basées sur les besoins des années précédentes. Donc, essentiellement, chaque patient qui entre dans les portes d'un hôpital représente un coût additionnel pour l'hôpital. Alors que dans d'autres pays de l'OCDE, par exemple, justement en France, tu as une certaine fraction du financement des hôpitaux qui est faite à l'activité et donc à l'acte, donc basée sur les patients qui entrent. Donc, les patients deviennent une source de revenus potentiels pour les hôpitaux, ce qui fait en sorte que les hôpitaux ont une incitation à attirer des patients. Et comment ils vont attirer des patients? En adoptant des innovations qu'il n'y a pas ailleurs, en s'assurant que la qualité est là, en s'assurant qu'ils font mieux que les autres pour attirer les patients. Et donc, tu as cette incitation qui est là à innover, à faire mieux, à traiter plus de patients que tu n'as pas ici parce que ici, essentiellement, un hôpital qui performe très bien est pénalisé. Pourquoi? On va donner l'exemple d'un Jewish, du hôpital général juif. Historiquement, il avait été connu pour son efficacité. Et là, quand c'est devenu connu, les gens commençaient à se rendre en plus grand nombre à l'hôpital juif. Et ce qui fait en sorte que cet hôpital-là a été pénalisé parce qu'essentiellement, ses revenus n'ont pas vraiment changé parce que C'était budget basé sur l'année historique. précédente. Mais là, ça fait en sorte que le budget est devenu de plus en plus étiré parce que tu as de plus en plus de patients qui viennent parce qu'ils savent que tu performes bien. Donc là, finalement, tu te retrouves avec un hôpital qui est dans la même situation que les autres. Donc ça, c'est un exemple qui montre qu'on est pénalisé pour l'efficacité. On n'est pas incité à performer mieux. Et c'est la compétition et la relation symbiotique entre le privé et le public permet d'avoir ces innovations-là et ces améliorations-là qu'on n'a pas en ce moment ici. Mais on est loin de tout ça. Là. Je pense on parle d'innovation, je pense au réseau de la santé qui est connu pour ses fax, puis qui est connu pour dicter aussi, par ailleurs, avec le code postal, finalement, dicte où tu devrais te rendre comme patient. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres. Tout à fait. Il n'y a pas de compétition. Est-ce qu'il y a des systèmes, on l'a quand même mentionné plusieurs exemples, est-ce qu'il y aurait d'autres exemples de systèmes qui réussissent mieux là, sur certains indicateurs, comme l'accès aux médecins? On sait que c'est un enjeu au Québec là, d'avoir accès à un médecin, je dirais spécifiquement un médecin de famille, première ligne. Oui. Les délais d'attente ou la satisfaction des patients. Est-ce qu'il y a des systèmes qui pourraient nous inspirer de ce côté-là? Oui, tout à fait. Il y a il y a la France. C'est plus facile d'avoir accès. Donner un exemple, quand on regarde les temps d'attente aux urgences, ça peut être extrêmement long. Et essentiellement, on avait fait une étude l'année dernière, il y a 2 ans, donc on fait toujours un palmarès des temps d'attente aux urgences dans les hôpitaux au Québec et dans le reste du Canada. Et on avait déterminé que le temps que ça prenait si on regardait les hôpitaux avec les plus longs temps d'attente au Québec, tu pouvais, dans le temps que ça prend pour être vu et que tu ressortes de l'hôpital, tu avais le temps de prendre un Uber de l'hôpital, te rendre à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, prendre un vol jusqu'en France, aller à l'hôpital privé le plus proche de Charles de Gaulle, te faire soigner, sortir. Ouf. En même temps que ça te prenait pour être traité à un des hôpitaux les plus longs au Québec. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et quand on parle de ça à des gens en France, ils ont la bouche ouverte, ils n'en reviennent pas que ça nous prenne autant de temps voir un médecin ici. C'est même inconcevable pour eux. Eux, s'ils doivent attendre plus que quelques heures, ça va sortir dans les rues, essentiellement. Donc, ce qu'on a ici, notre temps d'attente ici, c'est normalisé. Pour nous, c'est normal. Je dis oui, j'ai probablement un bras cassé, je vais attendre toute la nuit. Et c'est normal pour nous. En Europe, c'est pas normal. En Allemagne aussi, les temps d'attente sont plus courts aussi.
la capacité de voir un médecin en dedans de 24 heures quand tu as besoin d'un rendez-vous. On parle ici au Canada, on avait regardé un sondage qui montrait que c'était à peu près 26% au Canada de réussir à avoir un rendez-vous en dedans de 24-48 heures. En Allemagne, on parlait de 54%, je pense. Aux Pays-Bas, on parlait autour de 51%. Donc, on voit ici qu'il y a même quand tu as un médecin, c'est pas toujours facile d'y avoir accès même à ton propre médecin. Donc, c'est vraiment ça. Il y a d'autres systèmes qui font tellement mieux que nous que pour eux, c'est inconcevable ce qui nous arrive. C'est inacceptable. Et nous, on accepte ça. On se dit, ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas besoin que ça fonctionne comme ça. Pourtant, la France sont tout aussi étatistes que le Québec, là, puis tout aussi attachés à leur système universel. Mais c'est là où on revient à la confusion. Exactement. Si vous avez bien dit, ils sont attachés à leur système universel. Ils sont pas attachés au caractère public du système parce qu'ils savent qu'un système hybride, c'est ce qui fonctionne le mieux, avoir le meilleur des deux mondes, quoi. Puis est-ce que c'est essentiellement une question de nombre de médecins parce que c'est ou vraiment c'est l'organisation ou les deux? Il y a une question de nombre de médecins, certes. À un certain niveau, un médecin peut... Il y a une limite au nombre de patients qu'un médecin peut avoir tout en étant capable de pouvoir offrir un bon service. Il y a une limite. Donc oui, le nombre de médecins a un impact à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a certaines spécialisations où c'est difficile de trouver, d'avoir accès à des médecins spécialistes, tout simplement parce qu'on manque de médecins. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi l'organisation. Ça revient un peu à ce dont on parlait un peu plus tôt, du manque d'accès au plateau technique et justement aux salles d'opération, qui fait en sorte que tu as des chirurgiens qui auraient la capacité de traiter plus de patients, de faire plus de chirurgie, mais qui ne peuvent pas par manque d'accès aux salles. Et donc, t'as vraiment... T'as ces problèmes-là qui sont assez importants, là. Oui, puis si on revient à la première ligne, dans le fond, il y a été mention souvent, puis je pense qu'on a fait quand même des pas dans la bonne direction de ce côté-là, mais dans le fond, d'élargir le champ de pratique de d'autres professionnels de la santé pour compenser, si on veut, le manque de médecins en première ligne. Donc, je pense spécifiquement aux infirmières praticiennes, aux pharmaciens. Est-ce que ça peut vraiment augmenter la capacité du système? Puis est-ce qu'on a assez fait de ce côté-là ou il reste encore du chemin à faire? Il reste encore du chemin à faire parce que c'est quelque chose qui est très nouveau. Il ne faut pas oublier que c'est relativement... Il y a plusieurs... ça a plusieurs formes. Oui. Pour les infirmières, il y a différents niveaux. Premièrement, il y a les cliniques d'infirmières praticiennes. Ça, c'est quelque chose... En fait, même le Québec a été parmi les premiers à faire ça au Canada. Donc ça, c'est excellent. Le problème, c'est que même si on avait ces cliniques-là, les infirmières étaient limitées par les gestes qu'elles pouvaient faire. Et ils devaient être supervisés par des médecins. Donc oui, il y avait ça existait. On en a un certain nombre au Québec. Mais c'est sûr que ça peut prendre plus d'expansion. Mais là, récemment, au niveau des infirmières, ils ont été autorisés dans les dernières années à prendre en charge des patients sans nécessairement avoir la supervision directe d'un médecin. Donc, il y a ça qui est possible, mais ce qu'on voit, c'est que ça a été permis, mais le rythme d'adoption et de la prise en charge de patients par ces infirmières-là reste encore extrêmement lent. Donc oui, c'est une porte qui s'ouvre, qui est très intéressante, mais ce qu'on voit, c'est que ça va pas très rapidement et oui, c'est bien, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que ces infirmières praticiennes-là, même les infirmières qui n'ont pas nécessairement une maîtrise ou un PhD, elles ont la capacité de traiter des patients. Elles ont une expertise qu'elles ont développée à l'école et sur le terrain qui est très bien. Puis c'est génial qu'on veuille utiliser ce potentiel-là dans toute sa capacité. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui ne va pas se faire instantanément. Au niveau des pharmaciens, ce qui est intéressant, c'est bien sûr étendre le nombre de gestes que les pharmaciens peuvent faire est très intéressant. Justement, on parlait un peu plus tôt, je disais qu'il y a beaucoup de cas à l'urgence qui sont des cas moins urgents ou non urgents. Et entre autres, là-dedans, je parlais justement de renouvellement. Et il ne faut pas oublier qu'à ce niveau-là, même, tout ce qui est niveau médicaments, les pharmaciens sont meilleurs que les médecins. Parce que tout ce qui est interaction médicamenteuse, les pharmaciens, c'est leur dada, là. Ils font ça à la journée longue, c'est leur expertise. Et donc, permettre aux pharmaciens de renouveler ou des fois de prescrire quand ils voient quelque chose d'extrêmement évident,
c'est super. Ça permet d'éviter justement une certaine partie de ces cas qui vont finir à l'urgence parce que les patients n'arrivent pas à avoir un médecin, par exemple. On parle de choses qui sont des conditions qui seront présentes toute la vie. On parle, par exemple, d'asthme ou d'allergies graves. Étrangement, les prescriptions pour le Ventolin, Flovent, les pompes pour l'asthme ont une expiration. Des fois 1 an ou 2, dépendant. Il y a une expiration, donc il faut renouveler. Pourtant, on sait très bien que ça, c'est une condition que le patient va avoir toute sa vie. Même chose pour les allergies. Une personne qui a une allergie aux arachides, ça peut s'en aller, mais... Je sais pas, peut-être, mais je suis pas experte là-dedans, mais grande chance, c'est que ça restera toute sa vie. Donc, pourquoi est-ce que les prescriptions expirent après 1 an ou 2? Et après ça, non seulement ils expirent, mais tu peux pas aller voir un pharmacien pour renouveler, il faut que tu ailles voir un médecin. Donc, tu sais, il y a des choses que comme ça a aucun sens. Mais déjà, même si ça n'a aucun sens, le fait de permettre aux pharmaciens de renouveler ou de faire des prescriptions dans ce sens-là, ou par exemple, le médecin prescrit un médicament, mais le pharmacien va constater qu'il y a peut-être une contre-indication avec d'autres médicaments qu'un autre médecin a prescrit. Lui, le pharmacien, être capable de façon autonome, modifier les médicaments pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction. Permettre au pharmacien de faire ça, ça reste important parce que sinon, le pharmacien, si à chaque fois qu'il doit faire une modification, il doit aller voir le médecin pour être sûr que c'est correct. C'est long. Ça fait en sorte que les pharmaciens, ils sont moins là pour les autres patients. Ou si les médecins doivent prendre du temps pour après ça regarder tout ça et approuver. Donc, c'est toutes des choses que... C'est sûr que ça ne va pas tout régler, parce qu'on a des besoins grandissants, justement, avec la population vieillissante, mais ce sont des choses qui peuvent aider à accélérer un petit peu les choses, au moins. Donc, mais ça ne changera pas les problèmes de base, parce qu'on a tellement une grande quantité de problèmes qu'il n'y a pas de solution magique. Ça prend un éventail de changements pour régler mais pour améliorer la situation, dirais-je. Tout à fait. Puis là, dans le fond, j'explorais si on veut, peut-être des solutions partielles basées sur d'autres, dans le fond, ressources humaines. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, avec la transformation numérique et en intelligence artificielle et tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'utiliser davantage aussi la technologie? On parlait d'éventail, là. Est-ce que ça devrait faire partie de la solution? Tu sais, j'entends qu'il y a des gens qui voulaient faire plus de télémédecine, exemple, puis qu'il y avait des bâtons un peu dans les roues à faire ça, ou à utiliser par ailleurs des outils comme Clic Santé là, qui fonctionnent très bien, peut-être étendre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À ce niveau-là, il y a beaucoup de difficultés, je dois dire. Clic Santé fonctionne, je me permets de dire, étonnamment bien, je dois admettre. Oui. Parce que comparé à, par exemple, SACLIC ou d'autres systèmes, justement, dans lesquels ils ont essayé d'informatiser des processus et que ça a été un fiasco. Donc, comparé à tout ça, Clic Santé fonctionne très bien, mais ça a quand même ses limites. Il y a certaines difficultés, justement, avec les dossiers de santé électronique. Idéalement, oui, on voudrait que tout ça soit de façon numérisée, électronique. Mais on voit qu'il y a des difficultés à chaque fois que le gouvernement essaie de numériser des choses. Donc, il y a des difficultés. Donc, dans un monde idéal, effectivement, dans un monde idéal aussi, on aurait un partage fluide, par exemple, le réseau privé et le réseau public de ces données-là. En ce moment, je sais qu'il y a des barrières, particulièrement dans certains secteurs du Québec où ça peut être difficile. Et bien sûr, c'est l'idéal, mais ça, il y aura toujours des barrières, des difficultés à implémenter ces choses-là. Et donc, bien sûr, on veut, mais on sait que ce ne sera pas facile. Mais je sais aussi qu'au niveau des dossiers de santé électronique, on est assez en arrière comparé à d'autres pays de l'OCDE. Ça reste une réalité, mais je sais que c'est quelque chose qui va prendre du temps à adopter. Et pour ce qui est question de l'intelligence artificielle et tout ça, c'est effectivement très intéressant. La télémédecine est très bien aussi. Mais bien sûr, à ce niveau-là, il y a des questions de sécurité, autant de sécurité des patients, par exemple. La télémédecine, est-ce que ça a les mêmes standards? Pour certaines choses, c'est extrêmement bien, mais il y a toujours ces doutes-là au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la sécurité des données, pour s'assurer que les données restent privées. Donc, il y a ces considérations-là à avoir, ce qui fait en sorte qu'on avance tranquillement et on fait en sorte qu'on
on adopte les meilleures solutions possibles. C'est sûr que c'est pas facile parce que ça bouge tellement rapidement que des fois c'est difficile à suivre, mais bien sûr, il faut faire quand même attention à ne pas aller trop vite non plus. On veut adopter les choses, on veut adopter des nouvelles technologies, mais il faut faire quand même toujours avancer un petit peu prudemment pour s'assurer qu'on fait les choses convenablement, parce que si on adopte quelque chose trop rapidement et que finalement ça cause des problèmes, finalement on va faire un pas en arrière. Parce que ça se peut qu'on non seulement on revienne à la case départ, mais on recule encore plus par crainte. Donc, c'est sûr que on veut s'assurer qu'on adopte les choses rapidement. Je vais vous donner un exemple d'adoption, d'innovation technologique pour lesquels on a des gros délais. Au Canada, on parle d'un exemple qui est la chirurgie robotisée. C'est quelque chose qui est très commun dans le reste du monde. Pourtant, au Canada et au Québec, c'est quelque chose qui est très en marge. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. On a des budgets serrés, ce qui fait en sorte que la majorité des endroits où tu as des centres avec la chirurgie robotisée, qui est très bien pour les keyhole surgeries, ce qui fait en sorte aussi que tu as moins de risques de complications et tout ça. C'est quelque chose qui est généralement financé par la philanthropie, par les fondations des hôpitaux et non par le gouvernement. Et donc ça, c'est un exemple d'obstacle. Ça, c'est une technologie qui a fait ses preuves, mais on a des délais qui sont réels. Donc ça, c'est ce genre de technologie qu'effectivement, on devrait débloquer ça puis faire quelque chose. Une autre technologie qui est intéressante, c'est la protonthérapie, qui est une forme pour traiter des cancers avec des tumeurs qui sont coriaces, disons, qui sont difficiles à traiter. Et au Canada, il n'y a pas un seul centre de protonthérapie. Et ça fait en sorte que on doit envoyer nos patients à l'extérieur du pays. En Ontario, seulement, entre 2018 et 2024, il y a 143 patients qui ont été envoyés aux États-Unis pour être traités avec la protonthérapie. Parce qu'il n'y a pas de substitut pour les gens qui ont besoin de protonthérapie. Et il n'y en a aucune clinique au Canada. Aucune. Qui est opérationnelle. Pourquoi? Essentiellement, du côté du Québec, on va donner un exemple concret. En 2018, il y avait une tentative d'un PPP, donc d'un partenariat public-privé, pour essayer d'avoir une clinique de protonthérapie. Mais là, après ça, il y a des gens qui disent... Justement, on parlait de bonhomme 7 heures du réseau privé. Il y a des médecins et des gens qui se sont dit « Non, on veut que ça reste dans le réseau public uniquement. » Donc, ce qui fait... Ils disaient « Si on va avoir de la protonthérapie, il faut que ça soit public. On ne peut pas l'avoir en PPP. » Donc, on l'a pas. Et donc, on ne l'a pas. On est rendu en 2026 et on ne l'a toujours pas. Alors que ça, c'était une tentative de 2018. Et donc, ça fait en sorte que sans cette collaboration-là, on manque vraiment des innovations. Et ça, ce sont des innovations qui ont été prouvées. La protonthérapie, sous sa première forme, bien sûr, ça a évolué depuis, elle a été utilisée pour la première fois en 1954. On n'en a toujours pas au Canada en ce moment. Donc là, quand on parlait d'innovation, oui, il y en a des expérimentales et il faut faire attention quand justement c'est expérimental. Mais les innovations, c'est pas juste des choses expérimentales. Il y a des choses qui ont été prouvées encore et encore qu'on n'a encore pas au Québec et au Canada, tout simplement parce qu'il y a des barrières administratives. Et puis, si on va du côté du dépistage, de la prévention, il y a certains pays qui standardisent davantage, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins besoin de passer par un médecin qui nous donne une prescription pour aller faire un test donné. Donc, ça engorge. Est-ce que, je pense qu'au Québec, on a ce système-là pour les cancers du sein. En fait, dépistage du cancer du sein, c'est une lettre qui est envoyée à la maison. Donc, les patients savent qu'ils ont un rendez-vous à prendre. Est-ce qu'on pourrait étendre, selon vous, ce système-là à peut-être d'autres tests de dépistage? Oui, mais quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'en ce moment, on a, excusez-moi encore le terme anglais, du gatekeeping pour les médecins spécialistes. En ce moment, au Québec et au Canada, si tu veux voir un médecin spécialiste, tu as besoin d'une lettre de ton médecin généraliste. Oui. Et ce qui fait en sorte que tu penses que tu as quelque chose, mais après ça, tu dois passer par le médecin généraliste pour après ça attendre pour avoir un médecin spécialiste. Alors que tu as d'autres pays, par exemple en Allemagne, où tu n'as pas ça. Un patient qui pense qu'il y a un problème, qui relève, disons, d'un podiatre, disons. Il peut directement essayer de prendre rendez-vous avec un podiatre sans passer par le médecin généraliste, le médecin de famille. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça vient justement enlever un des goulots d'étranglement qui est au niveau du médecin de famille. Parce que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec ton médecin de famille. Donc là, si tu es capable de sauter par-dessus cette étape-là et directement aller voir un médecin spécialiste, ça permet après ça que ton médecin de famille
puisse consacrer ces heures de rendez-vous à des gens qui veulent voir le médecin de famille, pas juste à donner une prescription pour après ça aller voir un professionnel, un médecin spécialiste. Donc ça, c'est une autre chose que tu as dans un autre pays qui est intéressante qu'on pourrait avoir ici. Ouais, j'imagine que dans le fond, aussi, il y a des cas précis où est-ce que les gens ont, à cause des délais, leur cas s'est aggravé parce qu'ils n'avaient pas vu le spécialiste en des temps opportuns. Tout à fait, c'est quelque chose qui est assez même commun. Donc, on a un phénomène aussi au Canada où tu as beaucoup de patients qui vont quitter l'urgence avant d'avoir été traités. Donc, des patients qui vont se rendre à l'urgence. Et le temps d'attente est tellement long qu'ils abandonnent et qu'ils partent. Et il y a des études internationales qui ont été faites qui ont montré que quand c'est le cas, ça augmente le risque. Après ça, dans les prochaines semaines, ce même patient-là retourne consulter un médecin, des fois même la même urgence, pour le même problème. Et quand il va consulter pour ce même problème-là, ça augmente le risque de complications. Et après ça, ça diminue essentiellement, ça affecte le pronostic du patient aussi. Mm-hmm. Et ça fait en sorte que non seulement le patient, il a souffert plus longtemps, si sa situation s'est empirée, ça veut dire aussi que ça nécessite plus de ressources à traiter parce que c'est plus compliqué, donc ça devient beaucoup plus coûteux. Donc, t'as ce phénomène-là aussi qui est important. Donc, c'est pour ça que ça peut sembler assez simple de dire, mais sauter l'étape de voir un médecin de famille, mais c'est ce genre de choses-là qui peut vraiment permettre, après ça, d'éviter un effet boule de neige dans le reste du système de la santé. Parce que la première ligne, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la première ligne, c'est tout ce qui est dépistage, tout ce qui est prévention pour éviter que les gens se retrouvent à l'urgence. Est-ce que, j'essaie de prendre le contre-pied en me disant, est-ce que, dans le fond, cette pré-consultation-là, si on veut, cet étage de plus là, qu'on ajoute, est-ce que ça sert essentiellement à éliminer des consultations qui seraient inutiles? Par exemple, quelqu'un est persuadé qu'il a un cancer puis il veut voir un oncologue, mais finalement, c'est rien. Dans le fond, est-ce que c'est pour prévenir des consultations inutiles ou abusives? Selon la recherche internationale, en comparant justement avec ce gatekeeping-là et sans le gatekeeping, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas une augmentation significative des demandes, essentiellement. Il n'y avait pas tant de demandes superflues. Ça peut arriver, mais ça reste marginal. Oui, tu as des hypochondriaques qui, malheureusement, ont ces besoins-là de voir de façon récurrente les médecins, mais ça reste marginal. La majorité des gens n'aiment pas particulièrement aller chez le médecin. Non, c'est vrai. Ils vont y aller parce qu'ils en ont besoin ou ils pensent vraiment qu'ils en ont besoin. Donc, ce sont des cas, ils existent. C'est marginal. Mais c'est marginal. C'est pas la majorité des gens, là. Donc, justement, ils ont testé ça. Ils n'ont pas constaté que ça augmentait le goulot d'étranglement au niveau des spécialistes. Je fais un petit aparté pendant qu'on parle de consultation peut-être non nécessaire. Est-ce que vous avez une opinion concernant l'idée là, récurrente de tickets modérateurs en santé? Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant ou au contraire, dans le fond, on n'a pas tant de consultations inutiles là, à l'heure actuelle, c'est plus un problème d'accès qu'on a? Donc, il y a différentes façons de rationner les soins. On s'entend que le prix, c'est une forme de rationnement, tout simplement parce que ça limite les gens, ça limite les gens qui vont aller, ou des fois le nombre de fois. Au Québec, on a un rationnement aussi. On a le rationnement majoritairement par le temps. Oui. Donc, c'est une autre forme de rationnement. On en a aussi du rationnement, c'est juste une autre forme. Et donc, le ticket modérateur, ça peut être une des solutions. Quand on regarde ça, par exemple, quand on parle de la majorité des pays, quand je parle de la France, je parle de l'Allemagne, la majorité de ces pays-là, quand tu vas à l'urgence, oui, les patients ne regardent pas nécessairement si c'est public ou privé, mais souvent, ils vont avoir certains frais à payer. L'hospitalisation ou des fois des frais auxiliaires qui sont interdits à cause du Canadian Health Act. Mais dans la majorité des pays, justement, universels, tu as certains frais, des copaiements ou tu as différents frais. Donc, chaque pays a sa façon de rationner les soins et le ticket modérateur, c'est une façon potentiellement, je dirais pas nécessairement de limiter les visites inutiles, mais tout simplement de s'assurer que tu as un système qui est viable potentiellement à long terme parce que justement, on s'entend qu'on dépense beaucoup d'argent. Et les gens ont l'impression que quand on va à l'hôpital, c'est gratuit. Oui. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce qu'on prend du temps. C'est pas gratuit parce que c'est beaucoup plus long qu'ailleurs. Et aussi, c'est pas gratuit parce qu'on le paye avec nos taxes et impôts.
Mais malgré tous nos taxes et tous nos impôts, ça semble être pas suffisant. On craque de partout pareil. Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'il va falloir qu'ils changent. Ticket modérateur, potentiellement, peut faire partie de la solution. Je ne veux pas m'avancer sur exactement si c'est la solution ou pas, mais il faut qu'on explore les options à un moment donné. C'est pas pour rien qu'on regarde ce qui est fait ailleurs dans les autres systèmes. Donc, pour trouver des puis solutions. si on décide de le faire, c'est comment on le fait pour l'adapter à notre environnement au Canada et puis au Québec. Rapidement, j'aimerais aborder la question de la reconnaissance des diplômes. Souvent, on aborde la question du point de vue là, de la reconnaissance des diplômes étrangers des gens qui sont sur le territoire. Après, bon, il y a des questions évidemment de qualité de la formation, puis à savoir si c'est conciliable avec le contexte québécois. Mais il y a une piste peut-être un peu plus rarement évoquée qui serait celle de reconnaître d'emblée les diplômes nord-américains pour peut-être éventuellement ouvrir la porte là, à davantage. On parlait de télémédecine tout à l'heure. Il y a des gros groupes, on le sait, aux États-Unis de télémédecine qui peut-être pourraient pallier le manque parce qu'on a parlé du manque de médecins. Donc, peu importe les solutions qu'on met de l'avant, si on a un manque d'effectifs, c'est difficile de le combler, puis c'est long, former des médecins et tout. Donc, cette solution-là, est-ce qu'elle fait partie des choses qui pourraient être explorées? C'est sûr que la mobilité de la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est bénéfique de façon générale. Avec le réseau de la santé, il y a certaines difficultés. C'est certain que je ne suis pas familière vraiment avec comment sont formés chacun des professionnels de la santé dans les différentes juridictions. Mais donc, c'est certain qu'après ça, il faut s'assurer qu'il y a vraiment un équivalent. Donc, je sais qu'un des problèmes dans la reconnaissance de diplômes, c'est que souvent, ils vont forcer les professionnels étrangers essentiellement à recommencer l'école. Et ça, c'est absolument ridicule dans bien des cas. Mais des fois, peut-être juste passer un examen ou faire un stage, assurer qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose, effectivement. Mais pour donner un exemple, quand on parle de standardisation, au Québec, nos infirmières, t'as juste besoin d'un cégep. Alors que dans toutes les autres provinces, t'as besoin d'un bac. Donc déjà, à la base, ça fait en sorte que certaines de nos infirmières peuvent avoir de la difficulté à avoir la reconnaissance de leurs acquis dans d'autres provinces, entre autres à cause de cette distinction-là. Donc, c'est certain que c'est pas... Si on veut faire ça, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas juste une question de à partir de maintenant, on l'accepte. C'est quelque chose qui serait quand même qui peut être très compliqué, qui pourrait peut-être demander même une modification de certaines choses. Donc ça, c'est à voir. Ça pourrait être intéressant, mais je suis pas professionnelle de la santé, donc je pourrais pas dire oui, il faut, non, il faut pas, parce que je peux pas dire si leurs diplômes sont vraiment équivalents et s'ils sont pas tout à fait, qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour ajuster. Mais de devoir recommencer, ça, c'est absolument ridicule. Tout à fait. On l'a mentionné à plusieurs reprises, là, le débat sur le privé en santé est très polarisé, mais je dirais même émotif là, au Québec. Comment on peut parvenir à le poser de manière plus nuancée, peut-être plus rationnelle? En faisant ce qu'on fait aujourd'hui. Essentiellement, c'est en expliquant vraiment aux gens, en démystifiant le rôle et le potentiel du réseau public. Autant le rôle actuel que ce qu'il pourrait faire dans le futur. Dans le fond, c'est parce que quand on compare, on pense au privé, les gens ont tendance à penser États-Unis. Mais le problème, c'est que États-Unis, c'est un parmi 150, 170 pays qui ont des systèmes de santé. Il faut qu'on arrête de se comparer à eux, il faut qu'on regarde ce que les autres font. Et dans le fond, c'est parce qu'on est à côté des États-Unis où ils ont un système de santé qui est pas universel. Qui est non seulement pas universel, mais extrêmement fractionné et qui lui aussi craque de partout pour des raisons complètement différentes. Mais parce qu'on constate ça, et ce sont nos voisins directs, c'est l'impression qui est plus générale, alors que l'Europe est beaucoup plus loin. On est moins familier avec ce qui se passe en Europe de façon générale. Même si on se renseigne, c'est juste moins courant, c'est juste moins commun de savoir ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les gens pour montrer que non seulement c'est possible, mais c'est ce qui est préférable et c'est ce qu'ils font dans les meilleurs systèmes. Donc, c'est à force de montrer et à force de faire voir qu'est-ce qu'ils font de mieux ailleurs qu'on va réussir à démystifier
le réseau hybride, quoi. Oui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je m'étais dit que j'aborderais peut-être la question. Est-ce que, en tout cas, moi, autour de moi, j'entends plus de gens qu'avant qui font du tourisme médical, là, qui voient les limites des soins ici, puis qui vont soit dans d'autres provinces canadiennes ou justement du côté de l'Europe ou même plus loin pour obtenir des soins, puis qui reviennent souvent enchantés de la façon... Parce que je pense qu'ici, au Québec, les gens, une fois qu'ils sont dans le système, c'est toujours la même phrase. Là, une fois qu'on est dans le système, on a des bons soins, on est content, les gens sont compétents. C'est vraiment l'accès qui est compliqué. Puis, c'est ça, les gens qui reviennent d'expédition, de tourisme médical, souvent reviennent enchantés, mais n'ont pas nécessairement pris la mesure de ce qu'est le système qu'ils ont visité. Dans le fond, tu sais, reviennent ici plus convaincus que jamais. On dirait des fois que il faut que ça soit un système public très efficace, alors que dans le fond, c'est ça, c'est comme si on ignore le fait que ces systèmes-là reposent en partie sur du privé qui a l'air public. C'est ça qui est confondant. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'ils font bien leur travail. Hein? Oui. Ça veut dire qu'ils sont vraiment intégrés l'un dans l'autre. Et c'est ça qui fait les meilleurs systèmes possibles, essentiellement. C'est d'avoir un réseau public et un réseau privé qui fonctionnent tellement conjointement que c'est difficile des fois de voir où finit un et commence l'autre. Et c'est vraiment ça les meilleurs. Et dans le fond, il ne faut pas oublier que le tourisme médical, c'est quelque chose qui a toujours été là et qui va toujours avoir lieu. On aura toujours des gens qui vont aller ailleurs parce qu'on s'entend en ce moment, on dit que le réseau privé est à la marge. Mais les plus riches, c'est sûr que les gens qui ont les moyens, et vous pensez vous-même que le premier ministre, si la jambe cassée, est-ce qu'il va attendre 12 heures dans une urgence? Non. Donc, on a, même dans notre réseau qui est pourtant grande majorité publique, on a cet écart-là. Et quand on vient rendre les réseaux publics et le réseau privé, justement, très collaboratifs et qu'on vient les intégrer ensemble, on réduit cet écart-là. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, ça s'appelle la directive transfrontalière. Ça, c'est quelque chose en Europe qui fait en sorte que si tu n'es pas capable d'être traité pour un certain diagnostic, tu as besoin d'un traitement. Si tu n'es pas capable d'être traité dans un certain délai, qui dépend en fonction du diagnostic, après ça, tu peux aller te faire soigner ailleurs, en dehors de ta juridiction, que ce soit même en dehors du pays, et ça sera payé aux frais du gouvernement. Au montant de ce que ça t'aurait coûté dans ton hôpital à côté de chez toi, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a proposé à l'IEDM qui est intéressant. Ça te permettrait... C'est quelque chose qu'on a proposé, dans le fond, si... Bien sûr, ça prend de la transparence et de l'honnêteté. Ils ne sont pas capables de traiter pour un certain cancer en dedans d'un certain temps. Tu peux aller dans le réseau privé et ça va être couvert par le réseau public jusqu'au montant que ça aurait coûté dans le réseau public. Et toi, tu paies la différence. Ça, c'est une autre façon d'intégrer les deux réseaux et qui, peut-être peut réduire le tourisme médical et faire en sorte aussi que les gens sont traités plus rapidement et réduire encore une fois cet écart. Parce que peut-être qu'une chirurgie à 20 000 $, c'est trop cher pour quelqu'un, mais si la différence est de 2 000 $, c'est peut-être beaucoup plus accessible. Et ça, c'est une personne de moins qui attend et qui souffre. Donc, il y a plein de façons comme ça d'essayer de réduire ces écarts-là et de rendre l'accès plus facile. Tout à fait. En terminant, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que ça peut être de parler d'une réforme prioritaire à vos yeux, s'il faut en choisir une, ou n'importe quel autre mot de la fin qui vous convient? J'enlèverais 2 choses. Je retirerais l'interdiction d'utiliser des infirmières d'agence. Parce que pour les mêmes raisons que j'ai dit que la pratique mixte était bien pour les médecins, pour plus de flexibilité, l'interdiction d'avoir recours aux infirmières d'agence, ça nous enlève cette même soupape quand on parlait des médecins sur le bord de la retraite et des choses comme ça, des infirmières qui sont brûlées, qui voudraient changer de profession, mais que le réseau privé agit comme un filet de secours qui nous permet de récupérer des infirmières qui quitteraient. J'étais en entrevue avec... et
l'autre, l'animateur, me disait que sa femme de ménage était infirmière, mais elle n'était plus capable avec la conciliation travail-famille. Donc, elle a quitté, elle est maintenant devenue femme de ménage. Et donc, ça fait en sorte que tu perds des infirmières comme ça parce que le réseau manque tellement de flexibilité. Donc, revenir en arrière sur cette interdiction qu'on a mis en place au Québec, une chose. Deuxième chose, revenir en arrière sur ce dont on parlait avec les médecins. Donc, le fait de forcer les médecins à travailler 5 ans pour le public et aussi ce qui empêche les médecins à faire le va-et-vient entre le réseau public. J'enlèverais cette interdiction-là et j'irais même plus loin en permettant la pratique mixte. Donc, faire en sorte que rendre tout ça plus facile pour les professionnels, ce qui permet à ces professionnels de la santé d'offrir des meilleurs soins aux patients et plus de soins pour les patients. Mm-hmm. Donc, ce seraient les 2 premières choses que je ferais. J'enlèverais ça. Et en allant même plus loin. Merci pour cette très exhaustive conversation. On en sort grandi et beaucoup plus informé. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, ça fait plaisir.